Bonjour, je m'appelle Roxane Compagnon, je suis interne d'orthopédie pédiatrique et je vais commencer l'analyse de la série rétrospective avec les résultats sur les tassements vertébraux thoraciques et lombaires chez l'enfant et l'adolescent. Donc pour commencer, je vous rappelle que la fracture, le tassement va être la fracture vertébrale la plus fréquente chez l'enfant et ça va correspondre à une classification Magirl A1. Nous avons décidé de comparer notre série aux principales séries rapportées dans la littérature concernant les populations pédiatriques qui s'intéressent au tassement thoracique et lombaire, qui vont être les études de Pouliquin de 1997, de Magnus en 2003, de Singer en 2015, qui sont particulièrement pertinentes en raison de leur effectif important et d'un recul à moyen voire long terme. Il y a 3 questions qui vont être soulevées pendant cette étude, liées entre autres à la difficulté de diagnostic de ces fractures. Ça va être l'intérêt de l'IRM pour rechercher des lésions associées, l'évolution qu'on va pouvoir attendre de ces fractures dans le temps et l'atteinte de la croissance, et enfin la prise en charge puisqu'elle est loin d'être consensuelle en France. Donc la méthodologie de cette étude, il va s'agir d'une étude multicentrique qui a été réalisée dans 5 centres d'orthopédie pédiatrique qui ont répondu. Et l'analyse se fait sur dossier avec analyse radiographique au traumatisme et au dernier recul et analyse des IRM s'ils étaient disponibles dans le dossier. Les mesures qui sont faites vont toucher les caractères épidémiologiques classiques auxquels on va ajouter la syphose vertébrale, l'index sagittal et particulièrement le traitement réalisé ainsi que sa durée et les résultats à moyen terme. Donc, je vais vous présenter les résultats de cette série ainsi que les résultats d'une analyse d'un sous-groupe pour lesquels les patients avaient un recul supérieur à 12 mois pour permettre d'évaluer le remodelage de la fracture. On va analyser différents facteurs qui ont été intégrés dans une régression logistique pour voir leur influence sur le remodelage. Concernant l'épidémiologie, on a réussi à avoir 150 dossiers de patients qui vont représenter 211 vertèbres fracturées avec un âge moyen de 11,6 ans. Et on voit, comme dans l'étude prospective, qu'on a un pic de fréquence au niveau des grands enfants et des adolescents. Le point qui est intéressant dans cette étude rétrospective, c'est que paradoxalement, on a une surreprésentation de la population féminine avec 91 filles pour 61 garçons. Concernant la localisation, ça va corroborer les résultats de la simulation numérique, puisqu'on a des pics de fréquence en L1 et au niveau de la zone thoracique de T4 à T8. Ça est retrouvé également dans les études antérieures. Concernant le mécanisme, ça rejoint l'étude prospective avec une surreprésentation des chutes, des accidents liés à la pratique sportive et, dans une moindre mesure, les accidents de la voie publique. Pour l'analyse radiographique, la déformation vertébrale se fera en syphose avec un angle moyen de 11 degrés. L'index sagittal moyen au moment du traumatisme était de 0,72 et il faut signaler que plus de la moitié de la population présentait des fractures multi-étagées. L'IRM avait été réalisé pour 51 patients et on va retrouver une discordance entre la radiographie et l'IRM pour 15 cas avec des hypersignaux qui vont être retrouvés au niveau des vertèbres adjacentes à la vertèbre fracturée sans qu'on puisse déterminer si dans le futur il y aura un impact clinique sur ces hypersignaux intracorporeaux. Les traitements, encore une fois, sont majoritairement faits par corset avec la durée la plus représentée étant de 3 mois. C'est très dépendant des centres puisque ça dépend aussi des habitudes de chaque équipe et voilà. Comme nous sommes dans une population pédiatrique, on va forcément évaluer le remodelage de la fracture. Ici, vous avez l'exemple d'une jeune fille de 11 ans qui avait présenté un tassement vertébral de L1 et qui, 11 mois après son traumatisme, avait déjà une morphologie vertébrale qui tend à se normaliser.
Donc les patients qui ont été inclus pour l'évaluation du remodelage avaient un suivi supérieur à 12 mois. Ça représente 61 patients ou 108 fractures et leur angle de déformation vertébrale initiale était de 11 degrés et à la fin du suivi à 7,8 degrés avec une différence significative. Est-ce qu'on va retrouver un remodelage de façon globale? Oui, que ce soit notre série ou celle de la littérature, on retrouve toujours une amélioration de l'angle vertébral ou de l'index sagittal en suivant les enfants sur une longue durée. Est-ce que le type de fracture influence le remodelage? Ça n'a pas été évalué dans notre série, mais Pouliquen en 1997 rapportait un pronostic favorable des fractures qui se font en impaction verticale. Est-ce que la localisation va avoir une influence sur le remodelage? Ça a été mis en évidence par notre analyse statistique où la localisation thoracique semble est de meilleurs pronostics concernant le remodelage vertébral, ce qui n'était pas évalué dans les autres études. Le nombre de fractures va-t-il influencer le remodelage? Encore une fois, oui, et il semble que les fractures multi-étagées vont avoir un meilleur pronostic pour récupérer une angulation normale. Ce n'était pas non plus évalué dans les autres études. Est-ce que la gravité initiale du tassement influence le remodelage? Eh bien non, ou ce n'est pas évalué dans les autres études, mais l'angle initial vertébral de syphose ne va pas influencer le remodelage final. Est-ce que l'âge influence le remodelage? Dans les études de Singer et Magnus, oui, avec un pronostic favorable pour les enfants de moins de 12 ans, voire moins de 13 ans. Dans notre étude, ça n'a pas pu être mis en évidence, et dans l'étude de Pouliquen non plus. Enfin, est-ce que le RISER va avoir une influence sur le remodelage? Les données dans cette étude rétrospective étaient manquantes pour un trop grand nombre de dossiers pour qu'on puisse analyser ce résultat. Cependant, Pouliquen en 1997 avait mis en évidence que les enfants avec un RISER à 0 ou à 1 avaient un très fort potentiel de remodelage. Et enfin, est-ce que le traitement va avoir un impact sur la correction de cette déformation vertébrale? Oui. Pour l'étude de Pouliquen, dans notre étude, les analyses statistiques ne permettent pas de conclure à une influence du traitement par corset ou du traitement uniquement fonctionnel sur l'influence du remodelage. On tenait à signaler quand même une situation à risque d'évolution défavorable, puisque dans notre analyse rétrospective, nous avons quand même eu 3 cas d'enfants très jeunes avec un RISER 0, âgés de 2 à 9 ans, pour lesquels on note une aggravation de la syphose vertébrale, laissant suspecter une lésion du cartilage ou alors éventuellement une erreur de diagnostic avec un sous-diagnostic d'une fracture plus grave qu'un tassement, comme par exemple une fracture de chance sur une maltraitance. Enfin, est-ce que les fractures vertébrales vont avoir une incidence sur une dégénérescence discale à long terme? On n'a pas pu l'évaluer sur les IRM dans notre série, cependant, dans la littérature, Magnus, qui a un recul de 33 ans, conclut à une absence de dégénérescence pour les disques adjacents, et Kartula, qui a étudié par IRM les disques dans les fractures, retrouvait des dégénérescences accélérées, mais uniquement pour les enfants âgés de plus de 15 ans. Pour conclure, cette étude est plutôt en accord avec la littérature. On proposera de réserver les IRM pour les traumatismes à haute énergie afin de rechercher d'autres lésions de type fracture multi-étagée. Le traitement aura un but antalgique et ne sera probablement pas recommandé au-delà de 3 mois. Et enfin, le remodelage va s'effectuer toujours à 12 mois, sans influence du traitement réalisé au départ. Et enfin, les facteurs de bon pronostic pour les fractures tassement des enfants et des adolescents vont être les fractures thoraciques et a fortiori multi-étagées. Merci de votre attention.